de Bandundu, province de Kwilu, en République démocratique du Congo. La capitale s'est déplacée pour presque une semaine dans cette belle ville située au confluent de trois rivières, rivière Kwango, rivière Kwilu et rivière Kasai. J'espère que j'ai bien retenu la géographie de la région, ainsi que vous l'avez suivi depuis plusieurs jours. Cela a été annoncé, reporté, mais finalement, le président de la République est arrivé dans la province du Kwilu, spécialement à Bandundu-ville, pour lancer la conférence de gouverneurs. Vous avez eu l'occasion de suivre son mot d'ouverture tout à l'heure. Dans la suite du président de la République, évidemment, il y a la première ministre et chef du gouvernement, mais aussi plusieurs membres du gouvernement et les ministres de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous fera les privilèges de nous partager quelques grands axes de ces assises et nous pourrons être rejoints d'ici la fin de cet exercice par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui va nous faire une plongée dans la thématique qui est convenue pour les travaux qui ont commencé cet après-midi et qui pourront évidemment se poursuivre demain en atelier ou en panel et un peu plus tard. Le président de la République demain se rendra donc à Kikwit. Nous sommes toujours dans la province du Kwilu où vous avez suivi lundi que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a procédé au lancement, l'inauguration du barrage de Makobola, parce qu'il est question, à l'instar d'ailleurs de la ville de Bandundu, de donner l'électricité à cette partie du pays. Monsieur le gouverneur, je vais commencer par vous. La première chose, c'est que la ville était pratiquement immobilisée. Il faisait très chaud, mais la ville, elle était pleine et toutes les rues étaient pleines. Pouvez-vous nous dire sommairement comment la ville du Bandundu et la province du Kwilu accueillent cette visite du président de la République, non pas seulement pour la conférence de gouverneurs, mais aussi dans le cadre de sa visite d'itinérance? Je crois que dans un premier temps, par le fait que le chef de l'État a choisi la province du Kwilu, les Kwilois, et plus précisément les gens qui habitent les Bandundu-ville, se sont sentis valorisés. Ils se sont sentis valorisés parce qu'en fait, la population du Kwilu a toujours été acquise, comme je l'ai dit dans mon discours, à la cause des forces du changement. Donc, et le chef de l'État a pris le pouvoir, le chef de l'État a commencé à agir dans la province de Bandundu. J'ai cité dans la province du Kwilu, j'ai cité quelques réalisations. 12 km ici, 10 km à Kikwit, 65 km à Bulungu, 85 km à Idiofa et 70 km à Gungu. Alors, la population du Kwilu était vraiment reconnaissante vis-à-vis du chef de l'État à cause de toutes ces réalisations. C'est comme ça qu'on lui a réservé un accueil chaleureux. Bon, on a toujours réservé un accueil chaleureux, mais aujourd'hui c'était plus que tous les jours. C'est à cause de tout ça, à cause de toutes ces réalisations que le chef de l'État a pratiquement faites dans la province. Et je vous ai raconté l'histoire de la création de cette ville. Cette ville a été créée par Étienne Tshisekedi wa Mulumba, Thérèse Mémoire, et Tshisekedi est venu ici en 2011, il a donné un mot d'ordre, la population a voté à 80% un député de l'IDPS et en 2023, la population a voté 2 députés de l'IDPS, donc il y avait 2 sièges ici à la députation nationale, tous les députés sont de l'IDPS. Et à la députation provinciale, il y avait 3 sièges et 1 siège a été raflé par la mosaïque IDPS. Donc c'est ce qui explique cet accueil chaleureux. Donc la reconnaissance de la province par le fait que la province a été désignée et la ville de Bandundu particulièrement à la lumière de tout ce que j'ai évoqué comme raison. Alors, on a vu les images Vous pouvez vous rapprocher du micro, monsieur le gouverneur, s'il vous plaît. Oui. On a vu les images de la liesse populaire. Peut-être qu'en accord avec la technique, ces images pourront nous être diffusées. Monsieur le gouverneur, on a vu une ville en travaux qui prend un nouveau visage pratiquement. Mais qu'est-ce que pouvez-vous nous en dire sommairement des efforts qui ont été consentis ces derniers jours dans la perspective de l'accueil du président de la République? Bon, je crois que je vous ai
notre gouvernement a été investi au mois de juin. Donc, nous sommes parmi les plus jeunes gouvernements de la République. Donc, c'était nous et les Nord-Ubangi. Et quand nous sommes allés, on a été investi le 2 juin, directement le 3 juin, nous avons voyagé dans la province du Lualaba pour assister à la 12e conférence des gouverneurs. Et de là, le chef de l'État, sans demander notre consentement, nous a désignés comme la province qui devrait organiser la conférence des gouverneurs. Je crois que l'une des qualités que doit avoir un gouverneur, c'est qu'un gouverneur doit être planificateur et évaluateur. Alors, nous sommes posé la question, il y a un écart, organiser la conférence et ne pas avoir organisé la conférence. Vous n'avez jamais organisé la conférence, on vous demande d'organiser la conférence. C'est un écart. Et de cet écart, on a dégagé un objectif général. Et de l'objectif général, on a dégagé les objectifs spécifiques. Et des objectifs spécifiques, on a dégagé les stratégies. Et des stratégies, on a dégagé les activités. On a fait un chronogramme. Chaque activité avait un coût. Et on s'est mis à chercher des moyens pour pouvoir faire ce que nous avons fait. Nous n'avons pas été appuyés par le gouvernement central, mais il y avait la volonté volontariste du gouvernement provincial à faire quelque chose. Parce que déjà, les plans étaient clairs dans notre tête. Nous devrions commencer par réhabiliter là où devrait se passer le Conseil des ministres, parce que la conférence des gouverneurs part avec l'organisation des conférences du Conseil des ministres en itinérance. Nous devrons réhabiliter. Nous l'avons fait. Nous devrions chercher un endroit où devrait se passer la conférence des gouverneurs. Généralement, la conférence des gouverneurs se passe dans les chapiteaux. Alors, nous, on s'est dit chapiteaux, oui, mais c'est la présidence qui amène les chapiteaux. Mais nous, étant donné qu'on est formés en planification, on a fait le 2e scénario. On a dit, dans l'hypothèse où les chapiteaux de la présidence ne viendraient pas, qu'est-ce qu'on ferait? On fait un plan. Un 2e scénario, nous avons commandé 2 chapiteaux de l'extérieur. Alors, on a commandé les chaises, on a commandé l'éclairage public, on a acheté l'éclairage public. C'est ce que vous remarquez partout là. La ville est éclairée, c'est parce que nous avons acheté l'éclairage public. Il fallait réhabiliter les bureaux. Mon bureau qui devrait servir maintenant du bureau du gouverneur de province et du bureau du chef de l'État, on l'a fait. On a réhabilité les bureaux du directeur de cabinet qui devrait servir du bureau de la première ministre pendant le conseil des ministres. Et donc vous vous êtes apprêté à recevoir les institutions, mais parce que vous parlez d'électricité, on va écouter le président de la République avant d'écouter les VPM. Une remarque, une observation, on m'a dit qu'à Baningville, à Bandundu, pour ceux qui sont plus jeunes, il n'y a pas de problème d'électricité. Oui, effectivement, à Bandundu, il n'y a pas de problème d'électricité parce que le courant que nous utilisons ici vient de Maluku, vient de Inga pratiquement. Donc c'est le même courant que Kinshasa utilise, mais il se fait qu'ici, il n'y a pas d'usine. Même quand on avait commencé avec le courant ici, la consommation était faible. Mais peut-être maintenant, avec le temps, il y a beaucoup de chambres froides qui utilisent ces courants. Peut-être maintenant, la société que j'ai citée là, agro-industrielle de Cap Congo, va commencer à utiliser les courants. Mais nous n'avons pas de problème de délestage ici. Nous avons un courant de bonne qualité. Et quand vous avez le courant, vous avez l'eau. Et quand vous avez le courant, les enfants étudient aussi facilement. Donc ça donne des conditions pour ceux qui veulent investir. Monsieur le vice-premier ministre, avant peut-être qu'on écoute le président de la République, nous savons que la province du Kwilu est frontalière, notamment de la province du Kwango. Et nous savons là-bas qu'il y avait cette question sécuritaire, notamment au sujet des Mobondo. Peut-être que, avant qu'on rentre dans les vifs de cette conférence, qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus ou moins sur la situation sécuritaire dans cette province voisine de la province où nous nous trouvons actuellement? La problématique du phénomène Mobondo concerne aussi la province du Kwilu, parce qu'elle a touché les 3 provinces
même 4, donc Kinshasa, Kwango, Kwilu et une partie du Maïndombe. Mais je peux nous rassurer mutuellement que beaucoup d'efforts ont été menés ces dernières semaines, surtout depuis 2 mois, à travers une opération des forces armées congolaises qui nous ont permis de neutraliser et de maîtriser dans ces divers sites qui étaient concernés ou qui sont concernés par ce phénomène, maîtriser ces troupes. Un peu plus de 400 personnes qui étaient concernées par cet engagement qui a insécurisé nos contrées ont été amenés à Kanyama-Kasese où ils sont entretenus par le service national. Il est maintenant question que nous puissions organiser un déploiement de la police, des unités de la police qui va précéder les différentes opérations de la restauration de l'autorité de l'État et de la réinstallation des dans le pays voisin. Nous permettre dans les semaines ou les mois à venir de pouvoir tourner cette page macabre, mais le processus de réinsertion, de réinstallation et de stabilisation de ces contrées va se poursuivre au courant des mois prochains. Je confirme parce qu'effectivement, tous les vendredis, nous recevons le brief du ministre et délégué chargé des anciens combattants qui avait reçu la mission de superviser toutes ces opérations. Monsieur le vice-premier ministre de Lualaba au Grand Bandundu, je me souviens que au Lualaba, les sujets principaux, c'était la santé. Les sujets que nous avons aujourd'hui, c'est les sujets de l'agriculture, bien au-delà des thématiques, mais la régularité des conférences de gouverneurs répond à quel impératif, justement? Ça répond d'abord à un impératif de redevabilité, mais aussi d'évaluation entre le pouvoir central et les provinces, parce que notre décentralisation est organisée aussi de cette manière-là. Et la conférence des gouverneurs est cette institution créée par notre Constitution qui permet ou qui demande à ce que le gouvernement central et les provinces puissent avoir cette rencontre d'évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques. Le président de la République tient absolument à ce qu'elles se tiennent avec une certaine régularité, au minimum 2 par année, et que cela nous permette aussi de faire l'itinérance dans les différentes provinces. Nous étions effectivement à la dernière étape ici dans la province du Lualaba, et à partir de là, il a été décidé que nous venons ici avec la thématique de l'agriculture et tout ce qui va avec, qui est une thématique extrêmement importante en République démocratique du Congo, vu toutes les potentialités que nous avons dans notre pays. Et ça s'avère aussi être un challenge. Je crois que le gouverneur qui est avec nous ici pourra témoigner que sa province a été identifiée, il n'imaginait pas qu'il allait relever le défi. Aujourd'hui, il a relevé le défi. C'est à l'honneur de la province qui, à travers cette grande activité, bénéficie aussi de toute l'attention des institutions de la République, du gouvernement. Donc c'est un bénéfice en termes d'investissement pour la province. Nous allons, vendredi de cette semaine ici, tenir un conseil des ministres ici dans la province du Kwilu, dans la ville du Bandundu. Ça va permettre à tous les ministres sectoriels non seulement d'être ici, mais de se rapprocher de la province, de ses difficultés, de ses réalités. Ça sera encore un plus pour la province du Kwilu, mais aussi pour les provinces environnantes, parce que notre pays aussi, nous le regardons, nous l'imaginons
avec des grandes subdivisions. Ici, nous sommes dans le Grand Bandundu, avec le Kwilu, le Kwango et le Maindombe. Tout ça permet un rapprochement, une évaluation, une auto-évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques entre le gouvernement central et les provinces. Et ça, nous allons évaluer les recommandations que nous avions prises à la 12e conférence sur la problématique de la santé. Nous allons sortir de cette 13e conférence avec des nouvelles recommandations sur la thématique de l'agriculture, qui est un des grands projets du président de la République. Il ne faut pas oublier sa phrase mythique, la revanche du sol sur le sous-sol. Voilà, on va prendre justement un extrait du discours du président de la République, son discours d'ouverture, où il est beaucoup revenu sur la question de la stabilité. Peut-être que Monsieur le Vice-Premier ministre, vous nous direz un mot là-dessus, parce que vous nous rapportez régulièrement au Conseil de ministres la situation en province. Et puis on prendra peut-être une ou deux questions pour le gouverneur, parce que vous avez d'autres engagements avec le président de la République. Et on pourra être rejoint par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, avec qui nous allons plonger dans la thématique des travaux proprement dit. Alors, en accord avec la technique, on va réécouter un extrait du discours du président de la République. Je veux le dire avec gravité. La stabilité institutionnelle dans les provinces n'est pas un sujet périphérique. Elle est une condition du développement. Aucune politique agricole sérieuse ne peut prospérer dans un environnement marqué par des crises répétées entre gouvernements provinciaux et assemblées provinciales. Aucun investisseur, aucun partenaire, aucune communauté productive ne peut se projeter sereinement là où l'incertitude politique devient la règle, là où les conflits institutionnels paralysent l'action publique et là où les priorités varient au gré des calculs de circonstances. De la même manière, aucun développement rural durable ne peut naître dans un climat dominé par l'affrontement permanent, l'instabilité des équipes, la confusion des responsabilités ou la politisation excessive des mécanismes de contrôle. La décentralisation n'a jamais eu pour vocation de faire des provinces des foyers de tension permanente. Elle n'a jamais eu pour objet de substituer aux exigences de bonne gouvernance des logiques de confrontation, de captation ou de blocage. Elle a été voulue pour rapprocher l'État du citoyen, pour adapter l'action publique aux réalités locales, pour responsabiliser les acteurs territoriaux et pour faire émerger dans chaque province des dynamiques de développement conformes aux potentialités propres, à leurs potentialités propres. J'attends donc de tous les acteurs provinciaux et de tout particulièrement des gouverneurs et des présidents des assemblées provinciales qu'ils se montrent à la hauteur de cette responsabilité historique. Monsieur le Vice-Premier ministre, le président de la République revient sur la question de la stabilité provinciale, de relations aux gouvernements provinciaux, assemblées provinciales. Vous êtes au cœur justement du dispositif. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour vous assurer évidemment, parce que la stabilité, nous la voyons dans certaines provinces déjà notamment, pour vous assurer que ça soit le cas partout et pour que nous puissions dans la sérénité embrasser les projets de développement, notamment dans les secteurs agricoles? Nous avons reçu des instructions au Conseil des ministres du président de la République sur la nécessité de veiller à la stabilité des institutions provinciales. Nous y sommes allés par une méthode pédagogique, ce qui a fait que dans un premier temps, nous avons organisé un séminaire avec les exécutifs et les assemblées provinciales. À Kinshasa, nous les avons invités à 3 jours d'échange, de partage,
où au cours de ce séminaire, des éminentes personnalités pétries d'expérience en matière de gestion des entités décentralisées ont fait des exposés. Pour cela, c'était pour faire comprendre aux différents politiques qui ont des responsabilités, que ce soit dans l'exécutif ou dans l'organe de contrôle, la nécessité de trouver des mécanismes de collaboration pour veiller à ce que les institutions n'entrent pas dans un engrenage de déstabilisation. Parce que la problématique ici, elle est effectivement laquelle? C'est la mise en œuvre des politiques publiques. Nous sommes un pays avec un nombre assez important de difficultés et de challenges qui ne peut pas nous permettre d'accepter d'organiser au sein de nos structures politiques et de nos familles politiques, encore que pour le moment, il faut arriver à le reconnaître, la famille politique du chef de l'État, l'Union sacrée, est majoritaire dans quasiment toutes les provinces. Donc le consensus doit trouver sa place, le consensus politique pour la stabilisation des institutions. Et cela est à l'avantage de la mise en œuvre des différentes politiques publiques. Et ce séminaire nous a permis d'obtenir de la part des différents responsables au niveau des provinces un acte d'engagement. Cet acte d'engagement avait pour objectif d'être partagé au niveau des assemblées provinciales pour que les élus, dans leur plénitude de pouvoir de contrôle, puissent comprendre qu'il y a des limites et des procédures à respecter pour initier des contrôles qui peuvent amener jusqu'à la sanction. Je crois que jusque-là, ce processus suit son cours, mais c'est vrai que la démocratie est un espace de liberté qui fait que nous avons connu quelques provinces qui s'étaient à un certain moment engagées dans une voie de turbulence, mais nous avons pu les interpeller au moment opportun pour les recadrer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après de 2 ans de leur mandat, nous pouvons estimer que la moyenne est suffisamment respectable en termes de stabilité. Et cela va permettre à nos exécutifs, accompagnés des assemblées, organes de contrôle, à une bonne implémentation des différentes politiques publiques que nous sommes en train de mettre en œuvre. Les recommandations de la 12e conférence des gouverneurs, les prochaines recommandations de la 13e conférence des gouverneurs, c'est des recommandations dont la mise en œuvre nécessite des administrations et des structures politiques stables pour un suivi exécution au bénéfice de nos populations. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Alors, dans la salle, peut-être qu'il y a l'une ou l'autre question pour le gouverneur, parce qu'il doit rejoindre le président de la République pour d'autres engagements ce soir, et pour le Vice-Premier ministre. Comme ça, dans un second temps, nous allons accueillir les ministres d'État qui est déjà là pour aller un peu plus en profondeur sur la thématique qui a été retenue. Madame Rachel Kitita, c'est par ici. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole du gouvernement, pour la parole accordée. Monsieur le gouverneur, en dehors du fait que vous avez fait, on va dire, à la va-vite, mais réussi pour la circonstance, après la conférence des gouverneurs, quels sont les chantiers ouverts dans la ville de Bandundu qui doivent continuer à être exécutés, et quels sont ces chantiers, dans quel domaine, pour combien de temps vous estimez le finissage des travaux pour inauguration? Je crois que je vais répondre à la question. Je ne suis pas le gouverneur seulement de la ville-province de Bandundu, mais je suis le gouverneur d'Ikwilu. Exactement. Et le gouvernement provincial a ce qu'on appelle une boussole. Et la boussole, c'est le programme d'action du gouvernement provincial. Tout est repris
dans le gouvernement provincial sur ce qu'on doit faire dans la ville de Bandundu, ce qu'on doit faire dans les 5 territoires et ce qu'on doit faire dans les 49 secteurs d'une façon équilibrée. D'une façon équilibrée, vous trouverez par exemple que non, pour le gouvernement provincial... Vous pouvez parler sur le micro s'il vous plaît pour une meilleure audition. Vous trouverez par exemple que pour le gouvernement provincial, on a prévu de construire au moins 2 écoles par territoire. Ça, on doit les suivre. Mais il y a d'autres détails. Si le cœur vous en dit, je vais vous remettre les programmes d'action du gouvernement provincial qui est une boussole. On ne travaille pas comme ça. Par exemple, on a prévu de construire la mairie de la ville. Ça, j'ai retenu. Mais les autres détails, je consulte toujours les programmes et je consulte toujours ce qui est prévu dans les budgets. Donc, on voit ce qui est prévu dans les programmes et on va réaliser ça quand on réalise, félicitations, mais quand on ne réalise pas, on fait ce qu'on appelle la replanification. On conduit la même activité pour la prochaine séance. Ce qui fait qu'à l'évaluation finale, après 5 ans, vous verrez quand même qu'il y aura un certain pourcentage comme taux de réalisation des actions du gouvernement provincial. C'est dans cette approche-là qu'on travaille. Voilà, merci. On va prendre les questions de M. Jonathan Messa de Top Congo Bandundu. Après quoi, nous allons pouvoir libérer les gouverneurs d'abord. Ensuite, plus tard, nous allons libérer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ma préoccupation, je l'adresse au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je la formule en 2 volets. En premier lieu, en rapport avec la situation sécuritaire liée à la crise de Mobundo. Et en deuxième lieu, en rapport avec la rétrocession. Monsieur le vice-premier ministre, nous savons que le gouvernement de la République a fourni beaucoup d'efforts pour la pacification de la région du Grand Bandundu. Récemment, le ministre délégué à la Défense a parcouru Kwamut, le Kwango, ainsi que... Vous pouvez parler sur les micros, s'il vous plaît, pour être sûr ainsi que une partie de la commune de Maluku. Il y a eu des redditions de la part des miliciens Mobondo, dont certains ont été transférés à Kanyamaka CC, selon une interview que j'ai personnellement eue avec le ministre délégué à la Défense. Je voudrais savoir, dans cette dynamique, est-ce le fait pour le milicien Mobondo de se rendre au FRDC, ça veut dire les pardons, ça veut dire qu'il n'y a plus de poursuites judiciaires? Quelle est la place de la justice dans ces processus? Parce qu'il y a un adage juridique qui dit qu'il n'y a pas de paix sans justice. Comment le gouvernement compte-t-il aborder cette situation? Et en deuxième lieu, je voudrais savoir, nous savons que la rétrocession constitue, je pense, à 70% des recettes des budgets des provinces et le gouvernement central veut que les provinces puissent se développer. Mais qu'est-ce qui justifie ces irrégularités constantes dans l'envoi des rétrocessions alors que le gouvernement voudrait bien accompagner les provinces à atteindre l'essor comme promu par le président de la République? Voilà en fait mes 2 préoccupations. Voilà. Merci. Monsieur le ministre. Oui, effectivement, je constate que vous suivez de très près le dossier qui concerne le phénomène Mobondo avec toutes les avancées. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un dossier qui évolue à notre avis positivement. Le ministre délégué aux anciens combattants qui en a la charge au quotidien nous rapporte au gouvernement une évolution très positive. Je peux vous rassurer que il n'a été en aucun moment question de s'asseoir sur la justice. Mais nous sommes dans un processus de pacification qui passe aussi par une procédure de désarmement, réinsertion après une certaine requalification et après, au cas par cas, selon les statuts ou le passé ou les actes posés par les uns et les autres, la justice, si elle est saisie ou s'il y a une nécessité de décision de justice, la justice reste la justice et c'est un pouvoir indépendant qui se déclenche
et qui s'enclenche selon les procédures mises en place par les lois de la République. Donc, à aucun moment, il n'a été question de cela. Alors, sur votre deuxième préoccupation, c'est vrai que le financement de nos provinces, la rétrocession est une préoccupation du gouvernement. Nous avons, au niveau du gouvernement, souvent partagé le fait que la trésorerie de la République, avec non seulement les différentes charges, mais aussi là, depuis un certain temps, depuis un peu plus de 3 ans, la guerre d'agression qui impose à la République certaines dépenses qui n'étaient pas prévues, ne permet pas ce mécanisme de financement de nos provinces, ne permet pas sa régularité. Le gouvernement fait un effort pour que cela soit fait autant que possible, mais la balance ou la réalité de la trésorerie ne le permet pas. Nous sommes en train de travailler aussi sur la caisse de péréquation que nous devons activer et qui va permettre aussi à nos provinces de bénéficier d'un peu plus de financement. Mais au-delà de toutes ces difficultés, le gouvernement, comme vous pouvez le voir, fait un effort pour que, à partir du niveau central, certains projets, certaines mises en œuvre de politiques publiques soient directement prises en charge par le gouvernement, et ça permet de suppléer tant soit peu les difficultés. Merci. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le vice-premier ministre, monsieur le gouverneur, vous aviez un dernier commentaire avant de partir. Entre-temps, je vais demander à monsieur Jean-Claude Tangambou de Radio Okapi d'avancer vers le micro. Je crois que je voudrais faire avec vous un petit exercice. 18 ans de pouvoir, 6 conférences de gouverneurs. Faites la règle des 3 simples. Si 18, on a fait 6 conférences. Dans une année, on a fait à peu près combien de conférences? Ça doit être 0, quelque chose. Alors que les mandats de Fachi Béton, c'est pratiquement 7 ans de pouvoir et à peu près 7 conférences de gouverneurs. Vous remarquez déjà la volonté volontariste d'appliquer la Constitution, l'article 200, et la volonté volontariste d'appliquer la loi portant organisation de la conférence des gouverneurs. Parce qu'en fait, la conférence des gouverneurs, en principe, c'est 2 fois par an. Une conférence au mois de décembre pour planifier et une conférence au mois de juin pour évaluer. Une conférence au mois de juin pour évaluer, et cette approche-là, je crois qu'on doit remercier les chefs de l'État. Et par rapport à nous comme gouvernement provincial, généralement, quand les conférences s'organisent dans les provinces, c'est la présidence qui amène les chapiteaux. Mais nous avons cassé cette façon de faire. Nous avons commandé les chapiteaux. Donc vous êtes organisé pour nous sommes relever les défis logistiques à l'organisation. Les provinces qui vont organiser ne vont pas demander à la présidence d'amener les chapiteaux. Ils seront obligés d'acheter les chapiteaux, de faire. Bon, il ne faut pas revenir derrière. Ça, c'est l'innovation, ça, c'est la volonté, ça, c'est le leadership de notre gouvernement provincial. Ça, c'est l'innovation. Donc ça, vous devez retenir. Et donc, avec l'appui du gouvernement central, ça permet d'apporter justement la lumière sur les efforts de la province. Alors, je veux vous remercier, monsieur le gouverneur. Merci. Je vais demander au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de nous rejoindre sur la tribune, parce il va justement nous amener dans la thématique principale de nos travaux sur la transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion aux marchés urbains. Monsieur Jean-Claude, vous aurez le temps de poser votre question, mais il faut permettre au ministre d'État, qui a travaillé de manière étroite d'ailleurs avec le vice-premier ministre sur la préparation de ces assises. Alors pourquoi avoir choisi le thème de la transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion au marché urbain? Pouvez-vous brièvement nous expliquer la pertinence de cette thématique? Je crois que c'est, on doit dire chapeau bas au chef de l'État, puisqu'il s'agit de lui qui a voulu que cette question de l'agriculture soit au centre de discussion de cette 13e conférence des gouverneurs ici à Bandundu. Et avec le VPM et ses services,
nos services ont eu à travailler ensemble pour que nous puissions avoir une approche holistique qui permette effectivement aux politiques gouvernementales au niveau de l'agriculture, de la pêche et du développement rural soient harmonisées avec ce que les gouverneurs de province planifient effectivement pour réaliser la grande vision du chef de l'État, la revanche du sol sur les sous-sols. Et je voudrais donc ici profiter de ce moment pour remercier le chef de l'État, puisque comme lui, moi aussi je suis convaincu que c'est sur l'agriculture que nous devons accentuer nos efforts, parce que l'agriculture constitue un potentiel énorme pour une croissance économique du pays, mais une croissance inclusive. Le potentiel d'emploi dans le domaine de l'agriculture est très élevé, mais aussi la possibilité de recadrer le développement du pays, de l'intérieur du pays à travers l'agriculture, c'est quelque chose qui peut être réalisé très rapidement, comme on pourra bien le démontrer, bien évidemment, au cours de cette conférence des gouverneurs. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Jean-Claude Tangambo, pour votre question. Merci pour le verbe m'accorder. Je vais poser ma question à Lingala. Je m'adresse au ministre, vice-premier ministre de l'Intérieur. Il y a solo, Excellence, Tomona Kindenge, 12e conférence, il y a un gouverneur et Salamaki na Lualaba. Ba recommandation et Salemaki. Ba recommandation ndenge na ndenge, à l'époque, je me souviens encore, les Alaki Bongo, Jacques Yaboula, Mtazalaki Ndonti porte-parole, il y a ba recommandation à finale. On dirait que ba recommandation ngoto Sukawapi. Pour la 13e conférence Oyo, to Koti Asika Oyo, mais où en sommes-nous? Nakoui Koloba, Nakoui Telemingi, 12e conférence, il y a un gouverneur et Salamaki na Lualaba. Ba recommandation et Salamaki Mingi. Makamba rétrocession. Koyokana, Wozangi Boyokani, Nakati ya ba député, il y a ba institution, il y a ba province, tout ça. Tout ça wapi. Nakoui Telemingi ba recommandation wana. Pe Nakoui Telemingi province, gouverneur à Longwe na nini muta yule na Kikongo vitesse ya bisalu yake salama na kati ya mbanza na beto wa bandundu yovana mpina kikwiti na nima ya kuvutuka ya président république keti bisalu ina ta continuer toujours to yuta salama diakave. Alors, je vous répondrai sûrement pas à Kikongo, mais j'ai compris votre question. Les travaux vont continuer. Vous parlez Kikongo VPM? Les travaux vont continuer, même si le président de la République part. La réalité, dans les missions d'itinérance, le vice-premier ministre pourra les dire mieux que moi, c'est que lorsque le président de la République se déplace avec tous les gouvernements, il y a une part d'investissement. Nous avons toute la capitale qui est arrivée ici. Je crois qu'il y a un écosystème, que ce soit les restaurants, que ce soit les hôtels ou les maisons de logement, qui permet d'avoir une certaine activité. Bien au-delà, il y a des efforts qui sont faits, notamment dans le cadre de la relance de certaines infrastructures. Et ce qui est fait ne s'est fait pas que pour le besoin de la tenue de la conférence, ça s'est fait pour rester comme part d'héritage à la province. Évidemment, c'est des efforts qui vont continuer parce que nous sommes engagés dans une perspective de développement. Alors, Monsieur Vice-Premier ministre, Ponaba Mituna Oyo, Atuna Kiyona Lingala. Journaliste Atuninga Likambo ya évaluation, il y a ba recommandation, il y a 12e conférence. Wana ils allaient comme toro lobela na journée ya mibale ya lobby toro sala rapport ya évaluation ya ba recommandation ya conférence oyo esalamaki na Lualaba na koki koyebisa yo que na préparatif ya 13e conférence to salaki ba atelier misatu pour na évaluer mise en œuvre, il y a des recommandations, il y a 12e conférence des gouverneurs. Tosaliango, il y a Liboso na mois de novembre, il y a Mibale, il y a mois il y a février, il y a Misatu Tosalakia na mois de mars. Donc lobby toko présenté na plénière rapport il y a évaluation ndenge nini ba recommandation nyoso oyo ezwamaki na 12e conférence exécution niveau il y a exécution à ba recommandation donc zala motema pio au patienté muke lobby okozwa ba réponse ya mituna.
Voilà, merci beaucoup. On va prendre les questions de M. John Kanyunyu, mais en attendant, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de l'Agriculture, vous étiez au développement rural. Quel est les traits d'union? Parce que je reviens encore sur la thématique secteur agricole, pastoral et halieutique. Peut-être qu'il faut expliquer les termes halieutiques pour que les uns et les autres puissent avoir le même entendement. Comment ça se connecte avec les développements ruraux et comment ça se termine au marché urbain? Alors, ça a toujours été un seul ministère. Le ministère s'appelait Agriculture, Pêche, Élevage et puis Développement rural. Comme vous le savez, le monde rural, surtout congolais, il est dominé essentiellement par l'activité agricole. Et donc, l'agriculture, qui est la production végétale, la pêche et l'élevage, qui est la production halieutique, ça veut dire la production des ressources des eaux notamment. Et puis les ressources des eaux, ça veut dire les poissons. Ça veut dire les poissons. Ça veut dire les poissons. La production des poissons. Et aujourd'hui, la thématique est en train de s'allonger puisqu'il ne s'agit plus seulement de la pêche. Il s'agit aussi de la pisciculture, de l'aquaculture qui s'ajoute parce que dans le pays, on est en train de développer un potentiel énorme de production de poissons. Si vous voyez effectivement à l'est du pays, à Goma, à Bukavu, et puis à Kinshasa aussi, se développent des grandes fermes aquacoles qui nourrissent maintenant une grande partie de la population. Et le gouvernement est dans une politique d'assurer la sécurité alimentaire. Quand on parle de la sécurité alimentaire, on ne s'arrête pas seulement à la production végétale, on va aussi à la production de protéines animales. C'est pour cela qu'effectivement le ministre de la Pêche et de l'Élevage, qui est avec nous ici, va développer ce genre de sujets. Mais pour ce qui concerne la province de Kwilu, par exemple, moi je suis passé par le développement rural et aujourd'hui je suis à l'agriculture. Je peux vous dire que c'est parmi les provinces pour lesquelles effectivement l'intervention du gouvernement, à travers des actions directes du gouvernement, mais aussi à travers des projets qui sont exécutés par des partenaires, la province du Kwilu, elle prend une plus grande part de l'action du gouvernement. Dans tous les territoires, le ministère de l'Agriculture est vraiment en action. Parce qu'il y a 4 mois, j'étais ici avec le gouverneur de province, effectivement. Nous avons sillonné les territoires de Bagata, nous avons été à Bulungu, nous avons été dans une partie de Massimanimba. Moi-même, je suis allé jusqu'à Gungu et à Kakobola pour essayer de voir comment on peut accorder une importance particulière à la relance de l'agriculture dans les Kwilu. Et comme vous le savez, les Kwilu, le Congo central et une partie du Congo constituent les greniers, les plus grands greniers, les plus présents qui alimentent la ville de Kinshasa. Donc si on veut mettre fin aux importations des produits alimentaires de la ville de Kinshasa, on doit développer de grandes capacités de production dans les Kwilu, dans les Congo, effectivement les Maïndombe et puis les Congo central. Mais les Kwilu plus particulièrement, mais le plus grand blocage a toujours été le blocage de la route. Mais le Kwilu, c'est aussi une province qui a une géographie particulière qui permet effectivement, pratiquement à tous les territoires, d'être désenclavés par les eaux. D'où le plus grand projet que nous avons porté au développement rural et que j'espère va continuer à être mis en œuvre, celui de la promotion des voies navigables des dessertes agricoles. Le Kwilu, c'est la grande richesse, une partie de la rivière Kwilu, avec tous ces affluents qui sont navigables, la rivière Pio-Pio, la rivière Luangue, et ainsi de suite. Tout cela peut contribuer effectivement à prendre toutes ces marchandises, tout ce qu'il y a comme denrées alimentaires dans tous les Kwilu et de les déverser sur la ville de Kinshasa. Bien évidemment, on sent un certain développement agricole sur la ligne directe de la route de la RN1, parce qu'effectivement, avec l'évacuation, il est plus rapide de faire le travail dans ces moments. Voilà. Le Kwilu, c'est aussi le développement de quelque chose qui n'a pas encore commencé dans d'autres provinces. Des grands projets d'investissement agricole. C'est ici où on les trouve au Kwilu. Si vous allez à 15 km de la ville ici, vous allez trouver les domaines agricoles de Mouchi Pentane, c'est comme ça qu'on appelle ça, que nous avons visité avec un investissement sur 42 000 hectares dans lesquels effectivement une entreprise congolaise est en train de développer la culture vivrière industrielle, notamment la production de maïs et la production de manioc à très grande échelle. Ils ont construit des ports, profitant effectivement de la présence du courant ici. Aujourd'hui,
l'État avec certains d'y aller pour que les gens voient la configuration des grandes unités de production agro-industrielle. Nous avons dans cette province à Vanga la plus grande usine du pays de production de l'huile végétale. Et c'est très important que je le dise, et c'est une entreprise qui est développée par les Congolais de A à Z et qui a reçu, il faut le dire, des subsides du gouvernement pour développer à cet endroit-là, dans des endroits qui appartenaient anciennement à des plantations de PLZ, développer une industrie d'huile de palme, mais avec la production de tous les dérivés de l'huile de palme, notamment une savonnerie, notamment la production de biocarburants et la production de l'huile végétale. Et tout ça s'est installé à ce niveau-là. C'est pour cela que nous sommes en train de promouvoir les produits pérennes. Et pour ce qui concerne la province, par exemple, du Kwilu, dans tous les territoires, nous installons de manière systématique des pépinières de 50 000 plantiles par territoire de palmiers nés pour permettre effectivement à cette entreprise d'avoir beaucoup de matières premières qui lui permettront effectivement d'être le plus grand leader de production des huiles dans cette province. Et enfin, nous avons dans cette province la première usine de fabrication d'éthanol ici des ressources biologiques que nous avons. Ça veut dire que, étant donné que le Kwilu a reçu beaucoup d'interventions du gouvernement à travers des ONG, le Kwilu est en surproduction du manioc. Et le gap de surproduction de manioc est en train d'être racheté par une entreprise qui est installée dans le territoire de Boulungume, dans les environs de la ville de Kikwit, qui transforme le manioc en éthanol. Et c'est très important de dire que le modèle qui est développé par cette usine, installée ici, dans les Kwilu, c'est un modèle que nous voulons effectivement dupliquer dans d'autres provinces, là où on sent que les agriculteurs congolais ont maintenant la maîtrise de la production du manioc. Voilà, on va prendre les questions restantes pour le vice-premier ministre que nous devons libérer pour d'autres engagements. John Kanyuni, on va prendre M. Peguin Sassa. On prend les questions rapidement pour le VPM et pour le reste, on pourra terminer calmement avec le ministre des ministres d'État, ministre de l'Agriculture. Allez-y, s'il vous plaît, rapidement. La parole. Ma préoccupation, j'ai deux préoccupations, l'une pour le VPM de l'Intérieur et l'autre pour vous, actualité oblige. Excusez-moi, monsieur le ministre. Un excellent thème a été choisi pour cette troisième conférence des gouverneurs tenue ici à Bandundu-Ville. Comment cette transformation agricole se fera-t-elle au niveau des Mambasa, Irumu, Beni territoire, alors que les ADF y commettent des exactions quotidiennement contre nos concitoyens. Et aussi, une autre partie de la République est occupée par l'AFC M23. Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, actualité oblige. Le président honoraire de la République, Joseph Kabila Kabange, a adressé un bilan de votre gouvernance actuelle et a exprimé sa crainte de voir la RDC être soudanisée, selon ces termes. Et il a fait cette déclaration étant à Goma, une ville occupée par l'AFC M23. Quelle est la réaction du gouvernement? Merci beaucoup. D'abord, il n'appartient pas au gouvernement de réagir, surtout que ce sont des déclarations qui ne sont pas nouvelles. Ce ne sont pas seulement des déclarations, mais ce sont des actes que vous-même, vous avez pris le soin de mentionner. Les choix des dates n'est pas non plus un choix anodin. On choisit de faire la communication le 23 mars. On est à Goma. C'est comme une revendication des actes qui sont posés. Et on veut dire aussi l'intention, les plans réels que nous avons. Eh bien, moi, je veux interdire à tous les Congolais, patriotiquement congolais, de répéter ces mots-là, parce que c'est aussi une stratégie des manipulations. On veut inoculer le venin d'un nouveau mot pour que ces mots puissent se répandre. Tout ce que nous savons, c'est ce que nous sommes en train de faire, l'essentiel. Vous avez suivi par exemple l'allusion faite par les gouverneurs tout à l'heure
18 ans, 6 conférences de gouverneurs, alors que nous, en fréquence, on en a plus ou moins 2 par an. Et c'est la preuve justement que nous nous affairons à l'essentiel qui n'a pas pu être fait depuis autant d'années. Alors, je me réserverai de faire quelques comparaisons pour ne pas aller plus loin, mais si on me dit qu'ici, en 46 ans, c'est avec le président Tshisekedi qu'on a vu de routes arriver, les asphaltes arriver, mais alors que d'autres, pour des domaines privés, il y a, pas loin d'ici, des routes qui dépassent les routes qui auraient pu couvrir toute cette ville, mais faites votre choix. Il est donc évident que pour nous, comme dirait quelqu'un en français, les chiens aboient, la caravane passe. Monsieur le vice-premier ministre, excusez-moi de l'entorse, actualité oblige pour revenir aux questions essentielles que nous abordons avec vous ce soir. Oui, bon, je crois que vous avez pratiquement répondu à la préoccupation du journaliste, c'est-à-dire que nous sommes une nation, nous sommes un pays, 26 provinces, conférence des gouverneurs, 26 gouverneurs, les 26 exécutifs ont été invités et participent pleinement à tout le processus de la conférence des gouverneurs à partir des différents ateliers de préparation de la conférence des gouverneurs, la province, les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, et pleinement aussi celles de l'Ituri sont membres effectifs et participent à la conférence. C'est dire que toutes ces politiques publiques et les recommandations qui ressortent des conférences concernent ces provinces. Qu'à cela ne tienne, nous sommes conscients du fait que certaines portions de nos territoires, certaines de nos villes aussi d'une importance capitale pour la nation, font l'objet aujourd'hui d'agressions, d'occupations. Et ça, c'est une autre paire de manches de l'action du gouvernement et de l'action du président de la République qui est pleinement concentrée à la libération de ces parties de notre territoire. Mais ça n'empêche que nous réfléchissons Congo, un Congo unique et uni, qui ne fera jamais l'objet des expériences heureuses ou malheureuses du Soudan ou d'autres pays. Nous gardons notre République telle que nos ancêtres, les pères de l'indépendance, nous l'ont léguée, et nous réfléchissons dans cette grandeur-là du Congo, avec toutes ces politiques. Et le jour où nous arriverons, parce que nous allons y arriver très bientôt, nos populations bénéficieront de toutes ces politiques-là une fois que la restauration de l'autorité de l'État sera effective dans ces parties du territoire. Donc, rassurez vos auditeurs, vos téléspectateurs que c'est le Grand Congo qui fait l'objet de la conférence des gouverneurs. Évidemment, les gouvernements provinciaux du Sud Kivu, du Nord Kivu sont effectivement bien représentés. Et les ministres d'État, ministre de l'Agriculture, aura l'occasion de revenir là-dessus parce que les plans que nous les préparons aussi pour les provinces qui sont les nôtres. Les occupants partiront. On va prendre la dernière question pour le VPM de Péguine Sassa. Comme ça, nous allons continuer la dernière partie avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Allez-y, rapidement. Moi, je question de la population. Tokomi wapina oetali makamba progrès enregistré pour la lutte contre la présumé kinalping. Oui, makambotali kinalping. Tokomi wapi nini oyo gouvernement esali déjà. Et puis rapidement mayematali discours ya mokonzi ya mboka ya lelo pona oetali ko déstabiliser ba institution. Est-ce que na makambu mokonzi mboka lobby lelo soki gouverneur a détourné, est-ce que tu peux reprendre kaka ndenge mokonzi mboka boy to déstabiliser to full stop roya pour les gens confondent na population pour bazo bengo mikolo l'homme de full stop nalangi ou expliquer na population. Voilà, merci rapidement excellence. Mwana mboka zangi olobi malamu na lopoto bakolo bilanga za ba petit peuple ba mama basala bilanga basala nini
bayo kapena matali ya bango nde mokonza tokozongela makambo ya ministre ya agriculture topesa VPM ningi sa pesa biyano nae parce que aza attendu na ba engagement mususu. D'accord. Bon, makambo etali ba kidnapping na koki koyebisa bandeko na biso principalement ya bakinois mais nakanisi mboka mubimba ezali intéressé na likambo na yango ba ete que police na ba service nyoso police na biso congolaise bazali ko sala musala pour ba combattre ba phénomène wana mais eloko ya mutu ya ngana linkoloba awa ezali par rapport ya rapport oyo ebimi na structure spécialisée ya police o azali chargé ko combattre makambo ya kidnapping pe ba événement nyoso oyo tozali ko enregistrer même les loyo biso tozali awa na Bandunduville na ba 15h je crois nazwa ki rapport mususu c'est-à-dire que ba réseaux sociaux ezali ko salisa biso mingité réseaux sociaux ezali les loyo lokola vecteur ya campagne ya makambo etali ba événement nyoso ya société. Alors na rapport au biso tozui na police otozwa ki semaine passée 18 cas oyo bato bayaki to police azwaki information ya situation ya kidnapping sur 18 cas nyoso na suka après enquête après investigation après contact na famille eye komona na kezalaki nango montage ya mutu moko ayebi ke noko azwaki mwa eloko azokabate asali mwa montage ya kidnapping po noko abimisa mbongo bapesa na numéro ya téléphone bango bapesi avec ba système na biso ya M-Pesa ya Airtel Money et consort. Donc ce qui fait que le loyo ba service et se concentrer pe ya ko gérer ba réseau nyoso wana. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas isolés oyo mutabungi babungi si mutu. Et là, la police continue à faire les recherches. Mais na ndenge ya bosolo comme tel phénomène kidnapping na ville Kinshasa ndenge ebimi na ba raison na biso eza ndenge ezalelité. VPM il faut na question ana pena il faut aux les plus clairs possible. Parce que l'air oloba qui on a conseil de ministre biso toloba ki eza mingi ba rumeur ba misusu pe bazo sala ba montage. Je crois que yo moko zape na ba exemple moko yela kibino batu bayokani basa la montage pour papa na bango moko to noko na bango ya kofuta $5,000 kasi simbite ko inaka police. Mususu pe akimi akena na likangu na ye le roi la linga sala une semaine to 3 jours akosi keza kidnapping. Ba parents naé bazui panique ba komo lukaye ba bengi par-ci par-là mais après parce que la technique aujourd'hui permet ya kolandaka ba numéro ya batu okomona mutango azobenga kaka bandeko na mususu aza na telle place peut te localiser peut te monier souvent c'est difficile pour na ba parents ba ya kozongela biso pour na web biso que non moi na abungaki na buzoba. Donc il y a un bon nombre et la police a sala qui ce rapport il y a 18 cas. Il y a modèle il y a boui. Maintenant pour le reste, il y a pas fait de criminalité, Moussala ils ont continué, mais le plus important on a une kosenga na population na biso, il faut ko kende na police ko signaler ba cas nyos pour nous permettre à nous et au service ya kolandela koyeba baka ya solo na baka ya lokuta sikoyo tozali pe victime ya ba réseaux sociaux ou ezo ko amplifier yango bazo kanisa que c'est un phénomène ya au quotidien. Voilà ilor na koka koloba pona likam na yango. Deuxième question na yo ezali makam ya déstabilisation par province na uta kolobango awa nous sommes sur les principes. Séminaire obiso to salaki na ba gouverneur na ba bureau ya ba assemblée tolobaki assemblée ezali organe de contrôle assemblée il faut ça la contrôle na ye mutu soki ayibi il faut ko telemela ye soki prison ezali prison place na ye mais procédure nde toyokani na bango
Parce qu'il y a des initiatives de déstabilisation, c'est-à-dire qu'au Lingi Soumoutangote, au bois qu'il y ait motion au déstabiliser le gouvernement. Wanande Toboui. Mais, et puis la procédure, nous avions identifié. Une enquête, il y a une institution spécialisée, rapport et enquête, il y a IGF, il y a Cour des comptes, enquête parlementaire, et Ketina Souka, et il y a un rapport, et ça clair. Tout évolue, il y a full stop, et côté la commune en a été, Tina Souka, la procédure. Donc, et si il y a Mouibi, Ezali, Boloko, wana la province, il faut pas aller tranquille. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Je rappelle que le Vice-Premier ministre, tous les vendredis, en Conseil de ministres, il nous fait l'état de l'administration, l'état et l'administration du territoire. Il termine toujours au chapitre de banditisme et criminalité, où il fait les points de tous les cas recensés à travers les pays, mais aussi des actions entreprises par la police. Ici, je voudrais insister sur la question justement des kidnappings, que les numéros de la police sont disponibles. Il y a un dispositif qui a été mis en place, notamment avec les télécoms, ça va arriver, pour essayer de faire le retraçage de tous les numéros qui sont concernés pour arriver à démanteler tous les cas. C'est pour ça que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous avez suivi tout à l'heure la motion des gouverneurs faite par le gouverneur pour aussi, où il est revenu sur cette question des réseaux sociaux. Nous devons nous tous avoir une certaine vigilance. Ce n'est pas parce qu'une nouvelle est suffisamment et trop répandue que ça devient une réalité. Monsieur le Vice-Premier ministre. Oui, même cas, il y a l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, à cause de l'image, a créé une image sous place où ils kidnappé. A tindeli pe famille nayo, na numéro pour batindambon. Donc, les nouvelles technologies, à niveau oyo, la gestion de l'information, les capacités à déstabiliser à travers la communication une cité, une ville, un village, une communauté, et Zali Makasimingi. Ici, j'en profite, pour solliciter accompagnement, il y a médias, il y a presse, Bozali, le 5e pouvoir, ça. Le 4e pouvoir, je m'excuse. 4e pouvoir, il faut utiliser capacité, pouvoir, pour nous aider aussi de la même manière. Mokonzi, Tata Mokonzi, président de la République, a stabiliser la province, stabiliser l'opinion, stabiliser la cité, stabiliser la ville Nabiso contre la désinformation. Voilà, merci. Voilà, merci. De toute façon, sur la désinformation, nous allons y revenir parce qu'il y a plusieurs mesures qui sont en train d'être préparées et planifiées. Je vous remercie, Monsieur le Vice-Premier ministre, de votre participation. Merci. Nous aurons l'occasion évidemment de revenir peut-être d'ici la clôture de travaux pour d'autres éléments d'éclairage. Merci. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Nous allons continuer. On va prendre la question de M. Biobé Malenga pour le ministre d'État, plutôt ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre de l'Agriculture, on parlait tout à l'heure, M. Kani nous parlait tout à l'heure des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu spécifiquement dans les cadres des efforts qui sont envisagés pour amener les développements, notamment par les secteurs agricoles. Qu'est-ce qui est prévu? Bon, il faut dire que le plan que nous avons prévu, c'est un plan qui concerne toutes les provinces. C'est un plan que nous avons intitulé la stratégie de mise en œuvre de la relâche du sol sur le sous-sol. Et pour ce qui concerne effectivement les provinces qui sont concernées, que ce soit l'Ituri, le Nord Kivu ou le Sud Kivu, la réhabilitation des CAPSA, elle va se faire partout. À l'heure où je vous parle, nous sommes en train de distribuer des semences dans le Nord Kivu, pratiquement dans tous les villages qui sont occupés évidemment par le gouvernement. Mais nous avons aussi pris soin d'envoyer aussi des semences, même dans les zones occupées, puisqu'il y a des Congolais qui sont là-bas, qui eux aussi ont le droit de continuer de faire l'agriculture. On fait la même chose en Ituri, on est en train de faire la même chose aussi dans les sites Kivu. Donc c'est pour vous dire que tout ce que nous avons prévu pour l'agriculture dans le pays, même les zones occupées, ne sont pas, effectivement, n'ont pas été délaissées. Alors, Monsieur le ministre d'État, nos provinces ne sont pas toutes logées à la même enseigne, ne sont pas toutes de la même manière bénies par la nature, même si toutes elles sont bénies. Est-ce que dans le plan que vous avez préparé, vous avez tenu compte de la spécificité de chacune de nos provinces? Bien évidemment, on a tenu compte de la spécificité de chaque province. Nous avons tenu compte, par exemple, pour la grande campagne de produits pérennes. Il y a des provinces qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la terre
qui n'ont pas la qualité de la terre qui peut, par exemple, promouvoir le cacao ou le café. Nous avons fait en sorte que chaque province, selon sa spécificité agroécologique, puisse recevoir des variétés ou des spéculations qui correspondent effectivement à sa terre. Donc tout cela a été prévu, mais je voudrais vous dire la vérité, c'est que toutes les provinces de la RDC sont des provinces agricoles. Il n'y a aucune province dans laquelle l'agriculture ne peut pas se développer. Voilà, M. Biobe, allez-y pour votre question plutôt en Swahili. Et on va terminer avec M. Pichu Mulumba. Umesema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi ambayo inaweza ikazalisha chakula na kuelekeza katika nchi zingine, hasa sana katika mkoa huu wa Kwilu. Ni mbinu gani mnazozichukua ili kuhakikisha kwamba chakula ambacho wazawa wa hapa hasa sana wananufaika na chakula hicho kinafikia Kinshasa bila kuharibika? Na swali la pili, wiki iliyopita nilikuwa nimetokea sehemu la Fizi, hasa sana katika mto wa Mtambala, ambao eneo kubwa la watu wanategemea mto huo, lakini tuta ambayo inaelekeza maji imekuwa imeharibu madhao. Katika programu yako na handaa lipi ili kuhakikisha kwamba eneo la watu hao pia ambao wanategemea mashamba wameokolewa? Asante sana kwa ulizo lako, na nitaanzia hapo kusema tunashukuru Rais wa nchi ambaye aliweza kupendelea kwa kikao hiki kia Bandundu tuweze kuzungumzia mambo ya mulimo. Na gizi unavyojua, Kongo inakuwa nchi ya kwanza katika bara la Afrika ambao inakuwa na ardhi nzuri, tunakuwa na udongo mzuri, tunakuwa na maji mengi, tunakuwa hata na watu ambao wana ujuzi wa kulima, lakini tumekuwa sasa na changamoto kubwa la kuona kama hatuna chakula ya kutosha, japokuwa tunakuwa na mazingira mazuri ya kuweza kufanya kilimo. Ndio maana tunazungumzia mambo ya kilimo hapa, na kesho tutakuwa na kikao ambacho nitaweza kuwaelezea magavana namna gani government ya Kongo kupitia mtazamo mkuu wa Rais Tshisekedi ambaye anasema sasa wakati umewajia ili Kongo tuweze kutegemea mambo ya kilimo na tuweze kuangalia hivyo pembeni mambo ya mining. Taweza kuambia kama sahihi tumechukua mipango mikubwa, na mipango ambayo tumechukua ni mipango mitano tu, nitaweza kuisema kwa haraka. Mpango wa kwanza ni kuwapa watu mbegu nzuri, sababu imeonekana kama Kongo tumekuwa na mbegu ambayo imesha kupita wakati, na tumekuwa na kampuni mingi ambazo zilikuwa zinatengeneza mbegu hapa ambazo sasa sahihi zinakuwa kwa hali ya shida, kama Inera, kama Kapsa, na hizo tunataka kuziinua ili tena government ikuwe na uwezo wa kuweza kuzalisha mbegu. Kitu ya pili tumesema ni fertilizer na pesticide, sababu unajua udongo nao hata kama unakuwa mzuri, lakini kuna mara unachoka. Lazima wakulima wetu waweze kupata fertilizer na wapate pesticide, sababu unajua hii maeneo ambayo tunakuwa ndani maeneo ambayo inakuwa na vidudu vingi, lazima wapate dawa. Ya tatu tumesema ni kuwapa watu uwezo wa kufanya mechanization. Unajua kuwapatia vyombo kama trakta za kuweza kulima. Hii Kongo inakuwa na udongo ambao unakuwa mzito sana. Lazima kwa kuweza kuwasaidia watu ambao wanakuwa katika vijiji waweze kupata trakta, na mumeona kwa television kama Rais Tshisekedi aliweza kugawa trakta kwa jimbo zote ili watu wapate uwezo wa kuweza kulima. Ya nne tumesema ni kusaidia watu kuzalisha, na ndio tunajenga system. Hata mfano wa kwanza ni hapa Kwilu, sababu tumefanya hiyo kitu wanaita Registre National des Agriculteurs. Ni kusema wakulima wote sasa tunawaingiza katika system, ili tukiwa na msaada wa kuwapa uweze kuwafikia wote ambao lazima wamesha kuorodheshwa kusudi waweze kufanya hiyo kazi ya mulimo. Na ya tano tumesema tutasaidia watu kufanya stockage, tutasaidia watu kuunda viwanda vidogo vidogo katika vijiji ili watu waweze kufanya kazi
ya transformation agricole, ni kusema kupata sasa mambo ambayo yanaweza kuenda kwa soko. Na umeuliza kuhusu Sud Kivu. Unajua kama wiki moja baada ya mabandia hao kuchukua mji wa Uvira, mimi nilikuwa hapo katika Sud Kivu na nilikuwa Uvira, nilikuwa katika hiyo plane ya Ruzizi, na tumeweza kugabua mbegu huko ya mahindi. Na unajua kama kulikuwa project kubwa ya Pikajel ambayo iliweza kufanyizia watu maeneo ambao wanaweza kufanya mambo ya mchele. Na tunapata ripoti zote, nimetuma commission hapo ambao wanafanya ripoti sahihi hapa, pamoja na governor Purusi tunafanya program ya kuweza kuwasaidia watu vile vile kufanya diversification ya chakula. Ni kusema walikuwa wanalima mchele tu, tunawapa maharagwe na tunawapelekea sasa mbegu nzuri za kufanya ngazi, za kufanya kahawa na za kufanya kokoa. Na hiyo ni program kubwa ambao tunafanya, na wale ambao walipata shida, minister wa province huko aliweza kuniambia tunaona namna gani tunaweza kuwasaidia ili mfuruko huu ambao walipata waweze tena kuzalisha vizuri. Lakini nitawaambia tu wakongomani wote ya kwamba sasa wakati umewadia wa kuweza kufanya mambo ya kilimo. Hatuna utajiri mwingine isipokuwa ardhi na udongo ambao tunakuwa nao. Tujiweke kufanya kilimo. Sasa government tumekuwa tayari kwa kuweza kuwasaidia watu kufanya kilimo katika mazingira ambayo inakuwa mazingira mazuri, na hiyo ndio kazi ambayo Rais Tshisekedi ameweza kunipa ili niweze kuifanya. Asante. Voilà, merci beaucoup. C'est beau la République démocratique du Congo. Ce soir nous en avons eu en Swahili, en Kikongo, en Lingala. C'est vraiment la diversité culturelle de ce pays. Le ministre a encouragé justement les Congolais à pratiquer l'agriculture et les mesures prises par les gouvernements pour accompagner, que ce soit dans la fertilisation et dans d'autres moyens de transformation ou de conservation. Évidemment, nous allons beaucoup parler d'agriculture encore. Monsieur Pichu Mulumba, pour les questions pour terminer cet exercice de redevabilité. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre d'État, j'ai une petite préoccupation pour vous. Vous avez dit que toutes les provinces de la RDC sont agricoles. Mais est-ce que tous les milieux ruraux sur l'ensemble de la République ont-ils réellement des moyens nécessaires pour porter l'ambition de la transformation agricole? J'ai une question d'actualité pour vous, Monsieur le porte-parole du gouvernement. Des informations circulant ce soir sur les réseaux sociaux évoquent une tentative d'assassinat visant la première dame de la RDC à New York. Les gouvernements confirment-ils ces faits? À défaut, quels éléments concrets pouvez-vous partager à ce stade pour éclairer l'opinion? Alors, très rapidement, évidemment, nous avons appris des nouvelles plutôt sur un incident qui s'est produit à l'hôtel où séjourne la première dame. Vous savez que la première dame séjourne depuis quelques jours à Washington à l'invitation de l'épouse du président Trump pour un sommet qui concerne le première dame. Et d'après les informations qui nous sont parvenues, il y a eu évidemment des individus en cours d'identification qui ont essayé de pénétrer dans l'hôtel. Nous sommes en contact très étroit avec les autorités américaines sur place pour pouvoir avoir des plus amples détails sur ce qui s'est passé. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir à ce sujet dès que les éléments auront évolué. Mais ici, pour peut-être faire la corrélation, il faut considérer que nous sommes dans une phase du processus où, comme nous vous le disons dès le début, que nous avons systématiquement détricoté la stratégie du mensonge du Rwanda. Évidemment, lorsque nous disons nous connaissons les méthodes du Père et du Fils, ce qui rapporte ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est sûrement en référence à cela. Mais quoi qu'il en soit, vous savez que nous avons une détermination qui est claire. D'abord, je voudrais rassurer les uns les autres que la première dame se porte très bien. Et donc, pour le reste, lorsque les enquêtes évolueront, nous pourrons vous donner des plus amples éléments. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une bataille que nous faisions sur plusieurs fronts. Et vous allez remarquer que sur tous les fronts, nous sommes en passe de gagner. Et que de l'autre côté, c'est plutôt l'énervement, c'est plutôt la panique à bord. Mais nous restons sereins. Nous avons signé des accords de Washington sur lesquels nous tenons.
nous allons respecter nos engagements jusqu'au bout. Et vous avez vu la première vague des sanctions tomber sur le Rwanda. Il y en aura d'autres qui viendront s'ils s'entêtent à ne pas respecter les plans qui a été convenu à Washington. C'était un engagement qui a été pris devant le président américain et pour lequel les autorités américaines sont pleinement impliquées pour que cela se fasse. La semaine dernière, il y a eu des réunions à Washington entre nos délégués et les délégués du Rwanda autour de la médiation américaine. Il y a des actions qui ont été prévues et dans les jours qui viennent, nous pourrons avoir de plus amples d'indications sur l'évolution, évidemment, des responsabilités des uns des autres pour que les Rwandais retirent leurs troupes, retirent leur matériel de notre territoire et ce n'est pas négociable. Voilà le commentaire, monsieur le ministre d'État, excusez-moi, que je devais faire sur cette question d'actualité. On suivra vos réponses et on va clôturer cet exercice de ce soir. C'est simple, je veux dire seulement que c'est même pour ça que le président de la République a insisté qu'on fasse les programmes de transformation agricole, les PTA, qui est en train effectivement de régler cette question de transformation agricole à la base. Mais comme vous le savez, on a relié dans les grands thèmes la connexion au marché, puisqu'il faut absolument que ces unités de transformation qui vont être installées dans des territoires, dans des agropoles, soient reliés à des grands marchés de consommation au niveau du pays. Et c'est pour cela que, par exemple, moi j'ai été il y a une semaine à Opala, où j'ai trouvé une production abondante de riz, mais il n'y a aucune unité de transformation digne de ce nom. Et c'est pour cela que si vous installez aujourd'hui une unité de transformation à Opala, il faut trouver le moyen d'évacuer les riz de Opala à Kisangani ou de Opala à Kinshasa. Et c'est ça la complexité et l'interconnexion de ces grands sujets que nous débattons au cours de cette conférence des gouverneurs. C'est de faire en sorte que partout où nous allons installer des unités de transformation, bien évidemment, nous soyons rassurés que l'acheminement vers les centres de consommation sera assuré. Merci beaucoup. Voilà, nous allons terminer cet exercice de redevabilité, le premier que nous avons ici en province du Kwilu, spécifiquement dans la ville de Bandundu. Nous avons voulu vous donner un aperçu général du contexte et des enjeux qui entourent la tenue de cette conférence du gouverneur et de la mission d'itinérance qu'entame le président de la République ici. Vous avez suivi dans les mots de gouverneur cette solidarité exprimée vis-à-vis de nos compatriotes qui sont sous occupation. Je rappelle que nous sommes très engagés pour que l'étau puisse se desserrer très rapidement pour nos populations, pour qu'ensemble nous puissions continuer notre marche vers le développement. Monsieur le ministre d'État, merci de votre disponibilité. Je suis sûr que vous vous prêterez encore à un autre exercice parce qu'il est question pour les uns et les autres de comprendre aussi que c'est par l'agriculture que nous tiendrons notre vengeance du sol sur le sous-sol. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre participation à cet exercice de redevabilité. Merci évidemment aux équipes du gouverneur qui se sont mobilisées aux côtés des nôtres pour la tenue de ces grands rendez-vous avec les médias venus de Kinshasa, mais aussi des médias qui sont basés ici en province du Kwilu. Merci et bonne soirée chez vous.